À Noël, ma sœur m'a présenté en ricanant. Voici la ratée de la famille. Mes parents ont ri. Il a souri froidement et Tage a dit, intéressant. Car tu es viré. Et c'est fini? Le vent glacial de décembre s'engouffrait dans les ruelles pavées de la vieille ville de Nancy, faisant tourbillonner les flocons de neige sous les réverbères en fer forgé. Il était 19h ce 24 décembre, et alors que la plupart des familles se réchauffaient déjà au coin du feu, je marchais seul, luttant contre les bourrasques qui semblaient vouloir me repousser loin de ma destination. Je serrais contre ma poitrine une boîte en carton un peu humide, protégeant son contenu comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. À l'intérieur reposaient 2 douzaines de macarons à la bergamote, une spécialité locale que j'avais passé la matinée entière à confectionner. Mes doigts étaient engourdis par le froid, mes bottes prenaient l'eau, et mon vieux manteau gris, usé jusqu'à la corde, n'offrait qu'une protection dérisoire contre l'hiver lorrain. Pourtant, ce n'était pas le froid extérieur qui me faisait trembler. C'était le froid qui m'attendait à l'intérieur de la maison bourgeoise qui se dressait maintenant devant moi. La maison de mes parents était imposante, une bâtisse du XIXe siècle qui respirait l'aisance et la respectabilité. Les fenêtres du rez-de-chaussée brillaient d'une lumière dorée, et je pouvais distinguer les silhouettes des invités se mouvant avec élégance. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de calmer les battements désordonnés de mon cœur, et j'ai poussé la lourde porte en chêne. La chaleur m'a frappé au visage, chargé d'odeurs de dinde rôtie, de cannelle et de parfums coûteux. Mais comme chaque année, personne n'est venu dans le hall d'entrée pour m'accueillir. J'étais l'invitée invisible, celle qu'on tolère par obligation sanguine mais dont on préférerait oublier l'existence. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'histoire de la nuit la plus longue et la plus satisfaisante de ma vie. C'est le récit d'une vengeance qui s'est servie froide, très froide, au milieu de la chaleur factice d'un réveillon de Noël. Avant de plonger dans les détails de ce drame familial, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous confortablement installé à Paris, à Marseille, ou peut-être à l'étranger? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire, cela me fait toujours chaud au cœur de voir à quel point notre communauté est grande. Je me suis débarrassée de mon manteau trempé, essayant de ne pas faire de gouttes sur le parquet ciré. C'est à ce moment-là que ma mère, Bertille, est apparue. Elle tenait une coupe de champagne à la main et portait une robe de velours vert émeraude qui mettait en valeur ses bijoux. Son regard a glissé sur moi, de mes cheveux humides à mes chaussures fatiguées, et ses lèvres se sont pincées en une ligne de désapprobation que je connaissais par cœur. « Ah, te voilà enfin », a-t-elle lancé sans un bonjour, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Tu es en retard, Fanny. Et mon Dieu, regarde-toi. On dirait que tu sors d'une soupe populaire. Tu ne pouvais vraiment pas faire un effort vestimentaire pour ce soir? Nous recevons Vianney, je te rappelle. » Bonsoir maman, ai-je murmuré, habituée à cette entrée en matière. Le bus a eu du mal à monter la côte avec la neige. J'ai apporté des macarons, je les ai faits moi-même. Ma mère a agité la main avec dédain. Pose ça à la cuisine. Et par pitié, essaie de te faire discrète. Ta sœur est resplendissante ce soir, ne viens pas gâcher son moment avec ta mine de chien battu. J'ai avalé ma salive, le nœud dans mon estomac se resserrant un peu plus. Je suis entrée dans le salon. La pièce était magnifique, décorée avec un goût exquis, dominée par un immense sapin Nordmann croulant sous les décorations en cristal. Au centre de l'attention, trônant sur le canapé comme une reine, se trouvait ma sœur aînée, Garance. Elle portait une robe en soie rouge sang, fendue haut sur la cuisse, et riait aux éclats, la tête renversée en arrière. À son bras, se tenait un homme que je n'avais vu qu'en photo ou de loin dans les couloirs de l'entreprise, Vianney, le nouveau PDG de notre groupe. Il était grand, dégageant une aura de puissance calme, vêtu d'un costume sombre coupé sur mesure. Dès que Garance m'a aperçu, son sourire s'est élargi, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux bleus. C'était le sourire du prédateur qui voit sa proie entrer dans l'arène. Elle a serré le bras de Vianney un peu plus fort et a dit d'une voix forte, faite pour être entendue de tous, « Vianney, mon chéri, je te présente Fanny. C'est ma petite sœur. » Ne fais pas attention à son allure, elle a toujours eu du mal à s'adapter au monde réel. C'est un peu, comment dire, la ratée de la famille. Mon père, Amaury, assis dans son fauteuil en cuir, a émis un rire gras et satisfait.
Allons Garance, sois gentille, a-t-il dit sans conviction. Tout le monde ne peut pas avoir ton ambition et ta réussite. Il faut bien des gens pour rester en bas de l'échelle, sinon qui nous servirait? J'ai senti le sang affluer à mes joues, la honte me brûlant le visage. J'ai osé lever les yeux vers Vianney, m'attendant à voir du mépris ou de la moquerie. Mais l'homme ne riait pas. Il me regardait avec une intensité déconcertante, ses yeux sombres scrutant mon visage comme s'il lisait un dossier complexe. Il n'a pas souri à la blague de ma sœur. Il n'a pas validé les propos de mon père. Il est resté silencieux, d'un silence lourd et impénétrable. Garance, sentant peut-être que sa blague tombait à plat, a vite enchaîné, « Allez, va aider maman en cuisine, Fanny. » On discutait de choses importantes ici, des choses d'adultes qui réussissent. Je me suis éclipsée vers la cuisine, les larmes au bord des yeux, entendant derrière moi ma sœur chuchoter à ma mère, « Surveille-la. Qu'elle n'aille pas raconter n'importe quoi à Vianney. Si elle ouvre la bouche sur le projet, je suis morte. » Je me suis réfugiée dans la petite salle d'eau du rez-de-chaussée, verrouillant la porte derrière moi avec des mains tremblantes. C'était mon sanctuaire habituel lors de ces réunions familiales, le seul endroit où je pouvais laisser tomber le masque. Je me suis appuyée contre le lavabo, fixant mon reflet dans le miroir. Une jeune femme de 28 ans me regardait, le teint pâle, les cernes marquées sous les yeux. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes, cherchant la douleur physique pour anesthésier la douleur émotionnelle. C'était une vieille habitude, un mécanisme de défense que j'avais développé dès l'enfance. Les souvenirs ont commencé à affluer, incontrôlables. Ce n'était pas la première humiliation. C'était l'histoire de ma vie. Je me suis revue à 12 ans, courant dans cette même maison, un diplôme à la main. J'avais gagné le premier prix du concours régional de dessin. Le prix était accompagné d'une enveloppe contenant 500 €. Pour l'enfant que j'étais, c'était une fortune, la promesse de m'acheter enfin du matériel de peinture professionnelle. J'étais si fière, si heureuse. Mais ma joie avait été de courte durée. Ce soir-là, ma mère avait pris l'enveloppe de mes mains avec un sourire condescendant. « Je vais garder ça pour toi, Fanny, » avait-elle dit. « Tu es trop jeune pour gérer autant d'argent. » Une semaine plus tard, Garance était rentrée de son cours de danse avec une toute nouvelle panoplie, des pointes professionnelles importées de Russie et un tutu de créateur. J'avais reconnu le prix sur l'étiquette qui traînait. C'était exactement le montant de mon prix. Quand j'avais osé protester, en larmes, mon père m'avait réprimandé durement. « Ne sois pas égoïste, » avait-il tonné. « Ta sœur a un véritable avenir sur scène. Toi, tes dessins, c'est un passe-temps. L'argent doit aller là où il est utile pour la famille. » Cette injustice primitive avait tracé le chemin de nos vies. Garance était l'enfant lumière, celle sur qui on investissait, celle qu'on parait de toutes les vertus. J'étais l'ombre, l'outil, la ressource que l'on pouvait piller sans remords. Le souvenir le plus douloureux, celui qui me hantait encore, remontait à mes 20 ans. J'étais étudiante, je me levais tous les matins à 4 heures pour travailler dans une boulangerie avant d'aller à la fac. Je pétrissais la pâte, je vendais des croissants, je rentrais épuisée, sentant la levure et la fatigue. Je faisais cela pour une seule raison, m'acheter un ordinateur portable performant. Je voulais devenir graphiste, même si mes parents m'avaient forcé à étudier la logistique. J'avais économisé euro après euro, me privant de tout, de sorties, de vêtements, de repas parfois. J'avais réussi à réunir 3000 €, cachés dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Un jour, je suis rentrée et la boîte était vide. La panique m'avait saisie, une terreur glacée. J'avais dévalé les escaliers en hurlant. J'avais trouvé mes parents et Garance dans le salon, en train de regarder des brochures pour un voyage de luxe en Italie. « Où est mon argent ?» avais-je crié. Mon père n'avait même pas levé les yeux. « Ah, ça » avait-il dit avec désinvolture. « J'ai dû l'emprunter. » Garance a eu un petit souci avec sa carte de crédit, un découvert un peu trop important à cause de ses achats pour l'été. Il fallait renflouer le compte tout de suite pour éviter les agios. C'était l'argent de mon ordinateur. J'ai travaillé 6 mois pour ça. C'est du vol. Mon père s'était levé d'un bond et m'avait giflé. Le bruit avait claqué dans le salon, sec et violent. « Comment oses-tu parler de vol ?» avait-il hurlé.
Ta sœur a besoin de maintenir son standing social, elle se construit un réseau. Toi, tu n'as pas besoin d'une machine de guerre pour tes petits devoirs. Tu es nourrie, logée, estime-toi heureuse. Ne sois pas une ingrate. J'avais ravalé mes larmes, la joue brûlante, le cœur en miettes. Ce jour-là, j'avais compris que je ne serais jamais considérée comme une personne à part entière dans cette maison. J'étais une commodité. J'avais fini mes études de logistique par dépit, excellant dans ce domaine que je détestais, juste pour prouver que je valais quelque chose. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, l'histoire se répétait, mais à une échelle bien plus grande et bien plus dangereuse. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Êtes-vous le bouc émissaire de votre famille face à un frère ou une sœur qui a tous les droits? Si vous étiez à ma place ce soir-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fui ou seriez-vous resté pour vous battre? J'ai hâte de lire vos témoignages, car je sais que je ne suis malheureusement pas la seule à porter ce fardeau. J'ai passé de l'eau froide sur mon visage, respirant profondément. Je ne pouvais pas craquer maintenant. Pas ce soir. J'avais une mission. J'ai essuyé mon visage, remis mon masque d'impassibilité, et je suis sortie de la salle d'eau, prête à affronter les monstres du salon. Il y a 6 mois, j'avais cru entrevoir une lumière au bout du tunnel. J'avais été embauchée chez Grant & Logistique, le plus grand groupe de transport de la région. J'avais obtenu ce poste par moi-même, grâce à mon diplôme obtenu avec mention très bien et à mes compétences analytiques. J'aimais ce travail. J'aimais la rigueur des chiffres, la logique implacable des chaînes d'approvisionnement. Dans mon monde de données, 1 + 1 faisait toujours 2. Il n'y avait pas de place pour le mensonge, l'émotion ou le favoritisme. C'était un refuge. Mais mon refuge avait été envahi. 1 mois à peine après mon arrivée, Garance avait été recrutée. Non pas pour ses compétences, elle savait à peine utiliser un tableur Excel, mais parce que mon père avait joué de ses relations avec un ancien actionnaire de l'entreprise. Et le pire, l'insulte suprême, c'est qu'elle avait été parachutée directement au poste de directrice des relations extérieures, devenant de fait ma supérieure hiérarchique. Dès son premier jour, le bureau était devenu une extension cauchemardesque de la maison familiale. Garance ne travaillait pas. Elle paradait. Elle passait ses journées au téléphone avec ses amis, à organiser ses week-ends, ou à faire du shopping en ligne. Et le travail? C'était moi qui le faisais. Fanny, ma chérie, disait-elle avec cette voix mielleuse qui me donnait la nausée, j'ai un déjeuner très important avec un client au club de golf. Tu peux finir ce rapport d'analyse pour moi? Tu es tellement douée avec les petits chiffres. Le client important était souvent son esthéticienne, et le rapport me demandait 4 heures de travail supplémentaires non payées. Je le faisais. Pourquoi? Parce que j'étais conditionnée par des années d'abus psychologiques. Parce que j'avais peur qu'elles ne se plaignent à nos parents, que je ne doive subir encore leurs sermons sur mon égoïsme et mon manque d'esprit de famille. J'étais piégée. Je me souviens d'un incident particulièrement humiliant survenu 2 mois avant ce fameux Noël. Nous devions nous rendre à Paris pour une réunion cruciale avec un grand distributeur. Garance, en tant que directrice, était chargée de la logistique du voyage. La veille, elle m'avait envoyé un message rapide, « C'est bon pour les billets, départ 8 heures demain matin. Ne sois pas en retard. » Le lendemain, j'étais arrivée à la gare à 7h30, stressée mais prête. J'avais scanné mon billet électronique au portique. Une lumière rouge avait clignoté. Billet invalide. Je m'étais précipitée au guichet, le cœur battant. L'agent m'avait regardé avec pitié. « Mademoiselle, ce billet était pour le train de 6 heures du matin. Il est déjà arrivé à Paris. » J'avais appelé Garance une dizaine de fois. Aucune réponse. J'avais dû acheter un nouveau billet, plein tarif, avec mon propre argent, 120 € qui devaient servir à payer ma facture d'électricité. Le train suivant avait eu du retard. Quand je suis finalement arrivée au bureau du client à Paris, la réunion avait commencé depuis 1 heure. J'étais entrée dans la salle de conférence, essoufflée, les cheveux en désordre à cause de ma course dans le métro, ma chemise froissée. Garance était là, fraîche comme une rose, riant avec les clients. En me voyant, son visage avait pris une expression de déception théâtrale parfaite. « Au Fanly ? Enfin ! Je m'excuse pour ma collaboratrice, »
avait-elle dit au client avec un soupir accablé. Elle a beaucoup de mal avec la ponctualité et l'organisation. C'est tellement difficile de trouver du personnel fiable de nos jours. J'avais voulu crier. J'avais voulu sortir mon téléphone et montrer son message. Mais je n'avais rien fait. J'avais baissé la tête, marmonné des excuses, et je m'étais assise au fond de la salle comme une enfant punie. J'avais vu le regard des clients changer, passant du respect professionnel à une condescendance polie. Garance ne s'était pas contentée de me voler mon argent ce jour-là, elle avait détruit ma réputation professionnelle devant des partenaires clés. J'avais pensé à démissionner 100 fois. Mais je ne voulais pas leur donner raison. Je voulais prouver que je pouvais réussir malgré elle. C'est alors qu'est arrivé le projet Mirabelle d'Or. C'était censé être ma chance, mon ticket de sortie. C'est devenu mon tombeau. Le projet Mirabelle d'Or était l'opportunité d'une vie. L'entreprise voulait lancer une ligne d'exportation massive de produits régionaux vers l'Allemagne et les marchés asiatiques. C'était un défi logistique monumental, gérer la chaîne du froid sur des milliers de kilomètres, optimiser les coûts de carburant au centime près, négocier les passages en douane. Le directeur général avait annoncé que celui qui présenterait la meilleure stratégie serait promu directeur de la stratégie, un poste au comité exécutif avec un salaire qui changerait ma vie. Pendant 3 semaines, je n'avais plus eu de vie sociale. Je restais au bureau jusqu'à minuit, je mangeais des sandwichs froids devant mon écran, je codais des algorithmes complexes pour trouver les routes les moins chères. J'avais mis toute mon âme, toute mon intelligence, toute ma rage dans ce dossier de 150 pages. C'était mon chef-d'œuvre. La veille de la présentation finale, j'avais décidé de travailler de chez moi pour peaufiner les derniers détails, loin du bruit de l'open space. Vers 21h, on a sonné à ma porte. C'était Garance. Elle se tenait là, dans le couloir de mon petit appartement, tenant une boîte de pizza et une bouteille de vin rouge. Elle avait l'air fatiguée, presque humaine, loin de l'image de la tyran de bureau. « Je sais qu'on s'est beaucoup disputé ces derniers temps, Fanny, avait-elle dit doucement. Mais je voulais te souhaiter bonne chance pour demain. Je sais que tu as travaillé dur. Faisons une trêve, juste pour ce soir. » J'étais épuisée, vulnérable. J'avais tellement envie de croire que ma sœur m'aimait un peu, qu'il restait une étincelle d'humanité en elle. Je l'avais laissée entrer. Nous avions mangé la pizza, elle m'avait servi un verre de vin. Juste un verre. Mais peu après l'avoir bu, une lourdeur étrange m'avait envahi. Mes paupières pesaient 1 tonne, mes membres étaient devenus du plomb. La dernière chose dont je me souviens, c'est Garance qui me souriait au-dessus de moi en disant « Repose-toi, petite sœur. Je m'occupe de tout. » Je m'étais réveillée en sursaut le lendemain matin. La lumière crue de l'hiver inondait mon salon. J'avais regardé mon réveil, 7h45. La présentation était à 9h. J'avais dormi plus de 10 heures, ce qui ne m'arrivait jamais. J'avais un mal de crâne épouvantable, une nausée persistante. Je m'étais ruée sur mon ordinateur portable resté ouvert sur la table basse. Il était allumé. J'avais cliqué sur le dossier Projet Mirabelle. Rien. Le dossier était vide. Mon cœur s'était arrêté. J'avais vérifié la corbeille. Vide. J'avais tenté de me connecter à mon cloud de sauvegarde. Tout avait été effacé à 2h15 du matin. Une notification avait bipé sur mon téléphone. Un message de Garance. « Coucou. Je t'ai vu dormir si profondément hier que je n'ai pas osé te réveiller. J'ai vu que ton fichier avait l'air corrompu, alors par sécurité, j'ai copié tes idées principales pour les mettre au propre. Ne t'inquiète pas, je vais présenter à ta place pour ne pas que tu sois stressé. Repose-toi, tu as l'air épuisé. Bisous. » J'avais cru vomir. Elle m'avait drogué? Ou avait-elle profité de mon épuisement extrême? Peu importe. Elle avait volé mon travail. Elle avait volé ma vie. Je m'étais habillée en tremblant, les larmes de rage brouillant ma vue, et j'avais couru jusqu'au bureau, priant pour arriver à temps pour dénoncer l'imposture. Quand j'avais ouvert la porte de la salle de conférence, c'était trop tard. Garance était debout près de l'écran géant, rayonnante, le pointeur laser à la main. Sur l'écran s'affichait mon graphique, mes chiffres, ma stratégie. Mais en haut de la diapositive, en lettres grasses,
il était écrit « Stratégie Mirabel » par Garance. Et assis au bout de la table, il y avait le nouveau PDG, Vianney. Il écoutait attentivement. Garance était en train de réciter mes mots, mais elle les prononçait mal, sans en comprendre le sens profond. J'ai voulu entrer et crier « c'est à moi ». Mais quelque chose m'a retenu. Vianney a levé la main pour l'interrompre. Et ce qu'il a demandé ensuite a tout changé. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte, une main crispée sur la poignée métallique froide. Garance m'a vu. Pendant une fraction de seconde, la panique pure a traversé ses yeux bleus, vite remplacée par un regard d'avertissement féroce. « Tais-toi ou je te détruis ». Vianney ne m'avait pas vu. Il fixait l'écran avec une concentration intense. Il tenait un stylo en or qu'il faisait tourner machinalement entre ses doigts longs et fins. « Merci, Garance », a-t-il dit d'une voix neutre, indéchiffrable. La présentation est visuellement très aboutie. Cependant, j'ai une question technique précise. Garance a redressé les épaules, confiante, pensant avoir séduit son auditoire. Je vous écoute, monsieur. À la diapositive 12, a continué Vianney, vous proposez d'utiliser l'itinéraire autoroutier à 4 passants par Strasbourg plutôt que la 31 par Metz pour les camions frigorifiques. Pourtant, vos propres données en annexe indiquent que le coefficient de friction hivernale sur la 4 augmente la consommation de 15%. Pourquoi ce choix paradoxal? Le silence est tombé dans la salle comme une chape de plomb. C'était une question piège, une question de détail que seul l'auteur du projet pouvait comprendre. En réalité, j'avais fait ce choix parce que la 31 était en travaux nocturnes majeurs prévus pour les 6 prochains mois, une information critique que j'avais trouvée dans un bulletin municipal obscur après des heures de recherche. C'était la seule raison logique. Mais ça, il fallait avoir fait le travail pour le savoir. Garance a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Elle a balbutié, c'est une question de fluidité globale, enfin. Elle a cherché mon regard, désespérée. Elle attendait que je prenne la parole, comme toujours, pour dire, si je peux me permettre, Madame la directrice a choisi cela car. C'était mon rôle depuis des mois. L'assistante de l'ombre qui rattrape les bourdes de la star. J'ai senti l'impulsion de parler, ce vieux réflexe de survie pavlovien pour apaiser la tension et éviter la catastrophe. Mais alors, j'ai revu son message de ce matin. J'ai revu mon compte en banque vide. J'ai revu le sourire suffisant de mes parents quand ils la félicitaient pour des succès qui étaient les miens. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire m'a fait mal. J'ai reculé d'un pas. Et je me suis tue. J'ai choisi le silence. De fluidité? A répété Vianney, sceptique. La fluidité d'une autoroute en travaux? C'est curieux comme concept stratégique. Garance est devenue écarlate. Je vais demander à mon équipe de vérifier ce détail. C'est sans doute une erreur de saisie de ma secrétaire. Une erreur de saisie sur l'axe principal de la stratégie? Vianney a cessé de faire tourner son stylo. Le bruit sec du stylo posé sur la table en acajou a résonné comme un coup de feu. C'est inquiétant pour une directrice de ne pas maîtriser ses propres fondations. Il n'a rien ajouté. Il a simplement noté quelque chose sur son carnet en cuir. Garance tremblait légèrement. Elle venait de perdre la face, mais elle n'était pas encore morte professionnellement. Elle s'en sortirait, comme toujours, en blâmant un subalterne plus tard, en usant de ses charmes, en mentant. Je me suis retiré doucement dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. J'avais choisi le silence, mais le silence ne suffirait pas. Il me fallait une arme. Une arme fatale pour abattre le monstre. Et je savais exactement où la trouver, au sous-sol, dans le royaume des serveurs. Je ne suis pas retourné à mon bureau pour pleurer. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au niveau -2. C'est là, dans la fraîcheur bourdonnante des serveurs informatiques, que travaillait Gaspard. Gaspard était l'administrateur système, un type brillant, introverti, que tout le monde dans l'entreprise ignorait ou méprisait, sauf moi. Je lui apportais souvent des croissants le matin, nous discutions de codage et de science-fiction. Il était mon seul allié. Gaspard, j'ai besoin d'aide. C'est une urgence vitale, ai-je dit en entrant, ma voix encore tremblante de rage contenue. Il a levé les yeux de ses 3 écrans lumineux. Fanley?
Tu as une tête affreuse. Qu'est-ce qui se passe? Je dois savoir qui a accédé à mon ordinateur la nuit dernière. Et je dois savoir ce qui se passe avec les comptes de Garance. Elle a volé mon projet. Elle va être promue et elle va probablement me virer ensuite pour couvrir ses traces. S'il te plaît. Gaspard a hésité un instant, ajustant ses lunettes. Il savait qu'il risquait son poste en fouillant dans les données sans autorisation. Mais il détestait l'injustice autant que moi. Il a soupiré et ses doigts ont commencé à voler sur le clavier. Voyons voir. Log de connexion de la nuit dernière, 2h14 du matin. Connexion physique via port USB sur ton poste. Bypass du mot de passe administrateur. C'est une clé USB bootable. L'utilisateur a ensuite uploadé le dossier Mirabel vers le cloud de Garance-Direct. Je le savais. Ai-je sifflé? Attends, ce n'est pas le plus intéressant, a marmonné Gaspard, les sourcils froncés. En cherchant son identifiant, je suis tombé sur des anomalies massives dans le serveur de facturation. Regarde ça. Il a tourné un écran vers moi. C'était une liste de dépenses effectuées avec la carte de crédit d'entreprise de Garance. Regarde les dates et les montants, a pointé Gaspard. 15 novembre, 3500 €, boutique Louis Vuitton, Paris. Catégorie déclarée, cadeau client. 2 décembre, 4800 €, hôtel Spa du Lac, Genève. Catégorie déclarée, séminaire de formation. Il n'y a eu aucun séminaire à Genève le 2 décembre, ai-je murmuré, horrifié. Elle a dit qu'elle était malade ce jour-là. Elle a posté des photos de son chat sur Instagram pour faire croire qu'elle était au lit. Et regarde ça, a continué Gaspard, excité comme un chasseur qui a trouvé une piste. Elle a utilisé ton adresse e-mail professionnelle pour envoyer des messages d'insultes à un fournisseur qu'on a perdu le mois dernier. Elle a usurpé ton adresse IP pour faire croire que ça venait de toi. Tout s'éclairait. Elle ne se contentait pas de voler mon travail et l'argent de l'entreprise. Elle préparait activement mon licenciement pour faute grave. Elle me construisait un cercueil professionnel pour le jour où je deviendrais trop gênante. La rage a remplacé la peur. C'était une rage froide, calculatrice, une énergie nouvelle que je n'avais jamais ressentie. Imprime tout, Gaspard. Tout. Les logs, les factures, les emails truqués. Fais-moi un dossier en béton armé. Je tenais le dossier épais entre mes mains comme une bombe à retardement. Je remontais vers le hall quand mon téléphone a vibré. Un numéro masqué. J'ai décroché, méfiante. Café Le Foie, place Stanislas. Dans 20 minutes. Venez seul. Apportez ce que vous avez. C'était la voix de Vianney. Il savait. Le Café Le Foie est une institution à Nancy, avec ses boiseries anciennes, ses miroirs piqués et sa vue imprenable sur la place Royale. Vianney était assis au fond, loin des regards indiscrets. Il ne portait pas sa veste de costume, juste une chemise blanche immaculée, les manches retroussées sur ses avant-bras. Il avait l'air moins corporatif, plus dangereux, comme un loup attendant son heure. Je me suis assise en face de lui, posant le dossier sur la table en marbre. Vous saviez que c'était moi, a-t-il dit sans préambule. Ce n'était pas une question. Comment? Ai-je demandé. Les métadonnées. Garance est trop incompétente pour nettoyer les propriétés des fichiers Excel. Votre nom est partout dans l'historique des versions. Et puis, il y a le style. Ce rapport a une âme, une logique interne. Garance n'a pas d'âme. Elle ne fait que répéter des mots-clés. Il a pris une gorgée de son espresso noir. Mais je ne peux pas la virer juste pour incompétence ou mensonge. Son père, votre père, a des amis influents au conseil d'administration. Il me faut plus. Il me faut une faute lourde, incontestable. J'ai poussé le dossier de Gaspard vers lui. C'est drôle que vous disiez ça. Regardez. Vianney a ouvert le dossier. J'ai vu ses yeux parcourir les pages rapidement mais attentivement. Les relevés bancaires, les preuves de l'intrusion informatique, les fausses factures. Son visage est resté impassible, mais j'ai vu un muscle tressaillir dans sa mâchoire serrée. 25 000 €, a-t-il murmuré. Sac de luxe, week-end spa, dîners étoilés.
Le tout passé en frais généraux. C'est du vol qualifié. C'est du pénal. Il a refermé le dossier et a posé sa grande main dessus, comme pour sceller un pacte. Fanny, ce soir, c'est le dîner de Noël chez vos parents, n'est-ce pas? Oui. Garance veut vous présenter officiellement. Elle est très excitée. Parfait. Je vais y aller. Je vais jouer le jeu. Je vais être le petit ami charmant, riche et puissant qu'elle désire tant exhiber. Pourquoi? Ai-je demandé, confuse. Pourquoi ne pas la virer maintenant? Pourquoi cette comédie? Vianney m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu une lueur de férocité protectrice que je n'avais jamais vue chez personne. Parce qu'elle vous a humilié pendant des années, Fanny. J'ai vu vos dossiers de ressources humaines. J'ai vu comment elle a bloqué vos promotions, comment elle s'est approprié vos succès. La justice, ce n'est pas seulement punir le coupable. C'est aussi réhabiliter la victime. Ce soir, je veux que tout le monde sache qui est vraiment qui. Je veux voir leur visage quand le masque tombera. Il s'est penché vers moi. Avez-vous le courage de venir ce soir et de regarder le spectacle jusqu'au bout? Êtes-vous prête à voir votre famille se briser pour enfin vous libérer? J'ai pensé à la gifle de mon père. Au vol de mes économies. Au mépris constant de ma mère. J'ai pensé à la petite fille de 12 ans qui pleurait pour ses 500 €. J'y serai, ai-je dit d'une voix ferme. Bien. Mettez votre plus belle robe, Fanny. Ce soir, c'est votre soirée. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Nous voilà revenus au moment présent, autour de la table de fête. L'odeur de la dinde au marron remplissait la pièce, mais pour moi, elle avait une odeur de cendre. Le contraste entre l'apparence parfaite de ce dîner et la bombe qui allait exploser était vertigineux. Mon père s'est levé, son verre de vin à la main, le visage rougeau de satisfaction et d'alcool. Je voudrais porter un toast, a-t-il annoncé, sa voix résonnant trop fort dans le silence. À ma fille Garance, la fierté de cette famille. Non seulement elle brille au travail, grimpant les échelons à une vitesse fulgurante, mais elle a su attirer un homme de la trempe de Vianney. C'est la preuve que le talent, la beauté et l'ambition sont toujours récompensés. Garance a gloussé, serrant le bras de Vianney avec possessivité. Oh papa, arrête, tu vas me faire rougir. Je fais juste mon travail. Et, a continué mon père, son regard se durcissant en se posant sur moi à l'autre bout de la table, espérons que Fanny prenne exemple sur sa sœur un jour. Qu'elle arrête de vivoter dans l'ombre et de nous faire honte avec sa médiocrité et son manque d'ambition. C'était le moment habituel. Le moment où, d'année en année, je baissais les yeux, retenais mes larmes et laissais l'humiliation me submerger. Mais ce soir, je sentais le poids virtuel du dossier dans la poche de la veste de Vianney. J'ai levé la tête et j'ai soutenu le regard de mon père. Pourquoi dis-tu que je vous fais honte, papa? Ai-je demandé calmement. La table s'est tue. Personne ne s'attendait à ce que je réponde. Même le bruit des couverts s'est arrêté. Pardon? A aboyé mon père, surpris par mon audace. Je travaille dur. Je ne demande rien à personne. Je paie mes factures. En quoi est-ce une honte? Tu oses répondre? A sifflé ma mère. Regarde ta sœur. Elle est directrice. Elle gère des millions. Elle a une carrière. Toi, tu es quoi? Une petite analyste obscure qui prend le bus. Vianney a bougé. Il a posé sa serviette sur la table avec une lenteur délibérée. C'est curieux que vous parliez de gestion de millions, a-t-il dit. Sa voix était douce, presque conversationnelle, mais elle avait le tranchant d'un scalpel. Il s'est tourné vers Garance. Chérie, ton père a raison. Tu as un talent incroyable pour l'acquisition de ressources. Garance a souri, incertaine, ne saisissant pas l'ironie. Merci mon amour. Par exemple, a continué Vianney, ce sac Chanel que tu as posé négligemment sur le canapé. Il est magnifique. C'est un modèle rare, non?
Oui. C'est une édition limitée, a-t-elle répondu, ravie qu'il remarque son style. Il a été très difficile à trouver. Et ses chaussures? Louboutin, c'est ça? Oui, tout à fait. La nouvelle collection. Vianney a hoché la tête, son sourire s'élargissant, mais ses yeux restant froids comme la banquise. C'est fascinant. Parce que selon les comptes de mon entreprise, ces objets sont techniquement des fournitures de bureau. Ou peut-être des cadeaux clients. Le sourire de Garance a vacillé. Une ombre de peur est passée sur son visage. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Vianney. Tu es bizarre ce soir. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La tension est passée de dîner de famille gênant à interrogatoire de police. Vraiment? A dit Vianney. Pourtant, c'est simple. Fanley, peut-être peux-tu expliquer à ta sœur le concept juridique de détournement de fonds sociaux? Garance s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Fanley. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Espèce de petite vipère jalouse. Elle s'est tournée vers ses parents, jouant la victime à la perfection, les larmes aux yeux. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Elle ne supporte pas mon bonheur. Elle essaie de me détruire par pure jalousie. Puis, elle m'a pointé du doigt et a hurlé cette phrase fatidique, celle qui allait tout déclencher, celle qui allait signer son arrêt de mort sociale. Tu n'es qu'une ratée. Tu es l'échec de cette famille. Tu ne seras jamais rien. Le cri de Garance résonnait encore dans la pièce, rebondissant sur les murs tapissés de soie, quand Vianney a éclaté de rire. Pas un rire joyeux. Un rire sec, bref, terrifiant. L'échec de la famille? A-t-il répété. Il s'est levé lentement, dominant la table de toute sa hauteur impressionnante. Garance, assieds-toi, a-t-il ordonné. Le ton n'était plus celui d'un petit ami, c'était celui du PDG impitoyable qui commande à une armée. Garance, stupéfaite par ce changement de ton radical, s'est assise, tremblante. Tu as traité ta sœur de ratée, a dit Vianney, en marchant lentement autour de la table comme un requin encerclant sa proie. Pourtant, c'est Fanley qui a conçu le projet Mirabel, n'est-ce pas? C'est elle qui a écrit chaque ligne de code, chaque calcul de coût que tu as bafouillé ce matin en réunion en essayant de te les approprier. C'est faux. A crié Garance, la voix aiguë. C'est mon idée. Elle n'a fait que la mise en page. Elle ment. Menteuse, a dit Vianney. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai les logs du serveur. J'ai vu l'heure à laquelle tu as volé ces fichiers avec ta clé USB. J'ai vu comment tu as effacé ses sauvegardes pour détruire son travail. Il s'est arrêté derrière la chaise de mon père. Monsieur, a-t-il dit à mon père sans le regarder. Vous êtes fier de votre fille, n'est-ce pas? Vous devriez. C'est une actrice exceptionnelle. Mais en tant qu'employée? C'est une voleuse, une plagiaire et une incompétente notoire. Comment osez-vous? A postillonné mon père, le visage pourpre, se levant à demi. Vous mangez à ma table et vous insultez ma fille? Sortez de chez moi. Pas avant d'avoir récupéré mon argent, a répondu Vianney calmement, le repoussant d'un regard. Il a sorti son téléphone et a tapoté l'écran. J'ai pris la liberté de connecter mon téléphone à votre magnifique téléviseur intelligent. Regardez. L'écran géant du salon s'est allumé. Intéressant, a repris Vianney en reprenant sa place. Parce que Garance, tu es viré. Sur le champ. Et nous deux? C'est fini. Je ne sors pas avec des criminels. Le silence qui a suivi était total, absolu. Même le vent dehors semblait s'être arrêté pour écouter. Garance regardait Vianney comme s'il venait de se transformer en monstre. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. Elle venait de réaliser que le château de cartes qu'elle avait mis des années à construire s'écroulait en quelques secondes. Sur la télévision, une vidéo en noir et blanc a commencé à jouer. C'était la vidéosurveillance du bureau. L'horodatage indiquait 2 heures du matin. On y voyait clairement Garance, regardant autour d'elle furtivement, entrer dans mon bureau, s'asseoir à mon poste, brancher une clé USB, et taper frénétiquement. Puis, on la voyait sourire, un sourire mauvais, satisfait, avant de repartir. C'est truqué.
à Queen et Garance. C'est un deepfake. L'image a changé. Une feuille de calcul Excel est apparue. Des lignes surlignées en rouge défilaient, implacables. Sac Chanel, 4200 €. Séjour spa, 800 €. Dîner client pour 2 personnes le jour de la Saint-Valentin, 600 €. Total détourné, 24 500 €. Ceci, a pointé Vianney, ce sont les dépenses que tu as faites avec la carte de l'entreprise. Tu pensais que je ne vérifiais pas? Tu pensais que parce que je couchais avec toi, j'étais l'aveugle et stupide? Il s'est tourné vers ma mère, qui semblait sur le point de s'évanouir. Madame, ce collier que votre fille porte? Il a été payé par les actionnaires de Grand et Logistique. Cette robe? Payée par l'argent qui aurait dû servir aux primes de Noël des chauffeurs routiers qui travaillent dans le froid. Ma mère a porté la main à sa bouche, horrifiée. Elle a regardé Garance. C'est vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-lui qu'il ment. Garance a fondu en larmes. Pas des larmes de remords, mais des larmes de rage et d'humiliation. Tout le monde le fait. A-t-elle hurlé. J'avais besoin de maintenir mon standing. Je suis une directrice, je ne peux pas m'habiller chez Zara comme Fanny. Je devais représenter l'entreprise. Donc tu avoues, a dit Vianney. Parfait. J'ai enregistré cette conversation. Il a posé son téléphone sur la table. Demain matin, mes avocats déposeront une plainte pour abus de biens sociaux, vol et violation de propriété intellectuelle. À moins que... Il a laissé la phrase en suspens, lourde menace. À moins que quoi? A demandé mon père, la voix brisée, soudainement très vieux, s'affaissant dans son fauteuil. À moins que Garance ne rembourse l'intégralité de la somme sous 30 jours. Et qu'elle signe une lettre de démission avouant le plagiat du travail de Fanny. Vianney s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont adoucis pour la première fois de la soirée. Et je tiens à préciser une chose. Fanny n'est pas une ratée. C'est l'esprit le plus brillant de votre famille. C'est elle qui a sauvé le département que Garance était en train de couler par son incompétence. C'est elle qui a fait tout le travail. Vous devriez avoir honte de la façon dont vous la traitez. Elle vaut 10 fois votre fille aînée. Garance s'est effondrée sur le tapis persan, sanglotant bruyamment, ruinant son maquillage parfait. L'image de la réussite, la fille dorée, s'était transformée en une flaque de mascara et de désespoir. La scène qui a suivi était pathétique, révélant la véritable nature de ma famille. Mon père, réalisant que sa fille en or allait non seulement perdre son emploi prestigieux mais peut-être aller en prison, a changé de visage instantanément. Il s'est tourné vers Garance avec dégoût, comme s'il voyait un insecte. « Comment as-tu pu être aussi stupide ?» a-t-il crié. « Voler l'entreprise? Tu veux nous ruiner? Tu veux salir notre nom ?» Il ne se souciait pas de la moralité, du vol ou du mensonge. Il se souciait uniquement de la honte publique et de l'argent qu'il allait devoir débourser. Puis, ma mère s'est précipitée vers moi. Elle m'a attrapé les mains, ses doigts froids et moites serrant les miens avec une force désespérée. « Fanny, ma chérie, a-t-elle imploré, les yeux écarquillés. Parle à Vianney. Tu t'entends bien avec lui, n'est-ce pas? Il t'écoute. Dis-lui de ne pas porter plainte. On trouvera l'argent, on vendra la voiture, mais pitié, pas la police. Pense à la réputation de la famille. Pense aux voisins. J'ai regardé cette femme qui, 1 heure plus tôt, se moquait de mon manteau et me traitait de moins que rien. J'ai regardé mon père qui m'avait giflé pour 3 000 € volés par ma sœur, et qui maintenant paniquait pour 24 000 €. Ils n'avaient pas changé. Ils ne m'aimaient pas plus. Ils avaient juste peur. J'ai retiré mes mains doucement de l'étreinte de ma mère. La réputation de la famille? Ai-je répété doucement. Cette famille n'a plus de réputation, maman. Elle n'a que des mensonges et des apparences vides. Je me suis levée. J'ai pris mon vieux manteau gris sur le porte-manteau. Je m'en vais, ai-je dit. Où vas-tu? A demandé ma mère, paniquée. Loin d'ici. Et je démissionne aussi de Grand et Logistique. Vianney a sursauté. Fanny, non. Le poste de directrice est à vous. Vous l'avez mérité. C'est votre travail.
Je l'ai regardé avec gratitude. Merci, Vianney. Vraiment. Vous m'avez sauvé la vie ce soir. Mais je ne peux pas rester. Si je prends ce poste, ils diront toujours que c'est grâce à ce scandale, ou que j'ai comploté. Je veux réussir ailleurs. Là où personne ne connaît mon nom de famille, là où je serai juste Fanli. Vianney a compris. Il a hoché la tête avec respect. Je vous ferai une lettre de recommandation en or massif. N'importe quelle entreprise en France se battra pour vous avoir. J'ai marché vers la porte. Garance pleurait toujours au sol, une épave en soie rouge, incapable de se relever. Je ne ressentais aucune pitié. Juste un immense soulagement. Le poids que je portais depuis l'enfance, ce sac à dos rempli de pierres qu'il m'avait forcé à porter, venait de tomber. Je suis sorti dans la nuit. La neige tombait toujours, recouvrant Nancy d'un silence ouaté et purificateur. L'air était glacial, piquant mon visage, mais il remplissait mes poumons d'une énergie nouvelle, propre. Fanli. J'ai entendu des pas rapides derrière moi. C'était Vianney. Il avait couru sans son manteau, insouciant du froid. Il m'a tendu une petite boîte en carton un peu écrasée. Mes macarons. Vous avez oublié ça, a-t-il dit, le souffle court, de la buée sortant de sa bouche. Et, j'en ai goûté un pendant que votre père criait. Ils sont exceptionnels. Vous avez beaucoup de talent caché, Fanli. Ne les gâchez plus pour des gens qui ne les méritent pas. J'ai pris la boîte et j'ai ri. Un vrai rire, libéré, qui venait du ventre. Merci Vianney. Pour tout. Ce n'était que justice, a-t-il dit. Il m'a regardé un instant, ses yeux brillants dans la nuit. Si jamais vous passez à Lyon, c'est là que je vais installer mon prochain quartier général. J'aurai besoin d'une directrice stratégie de confiance absolue. J'y penserai, ai-je répondu avec un sourire sincère. Nous avons échangé une poignée de mains chaleureuses. Pas de romance forcée, juste un respect profond entre deux personnes qui avaient vu la vérité l'une de l'autre. 1 an a passé depuis cette nuit-là. Je suis assise dans mon appartement à Lyon. Il est petit, mais il est lumineux, décoré à mon goût, et surtout, il est à moi. Je l'ai payé avec mon salaire de chef de projet dans une grande boîte internationale de transport. Vianney avait tenu parole, sa recommandation m'a ouvert toutes les portes. Nous sommes restés amis, nous déjeunons ensemble une fois par mois pour parler stratégie et avenir. J'ai eu des nouvelles de ma famille par des connaissances éloignées. C'est un désastre. Garance a dû vendre sa voiture, ses vêtements de marque, ses bijoux pour rembourser l'entreprise et éviter le procès. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans un hôtel bas de gamme et vit chez nos parents. L'ambiance à la maison est, paraît-il, infernale. Ils se reprochent mutuellement leur chute à longueur de journée, enfermés dans leur toxicité. Mon téléphone vibre sur la table basse. C'est un message de ma mère. Joyeux Noël Fanli. Tu nous manques. Ton père a des problèmes de santé, les médicaments coûtent cher. Si tu pouvais nous aider un peu, juste cette fois. Je regarde l'écran. Je ne ressens ni colère, ni tristesse, ni culpabilité. Juste de l'indifférence. Cette partie de ma vie est terminée. J'appuie sur supprimer, puis bloquer le numéro. Je prends un macaron dans la boîte posée sur ma table basse. Je croque dedans. Il est parfait. Doux, sucré, et léger. C'est le goût de la liberté. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous rappelle que peu importe à quel point votre situation semble désespérée, la vérité finit toujours par éclater. Vous n'êtes pas défini par la façon dont votre famille vous traite, mais par ce que vous choisissez de faire de votre vie. N'ayez pas peur de couper les ponts pour vous sauver. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez ressenti cette petite satisfaction de voir la justice triompher, laissez un j'aime sur la vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. J'ai d'autres histoires de revanche à partager avec vous. Joyeux Noël à tous, où que vous soyez. Prenez soin de vous.